Bon, on y est. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est la 4e vidéo d'une série sur le trouble borderline qui était censée en contenir 3. Vous pouvez évidemment ne regarder que celle-ci si la question qui vous intéresse est celle que traite cette vidéo, mais je voudrais quand même en profiter pour faire un petit rappel des précédentes pour comprendre à peu près où on en est. Et si vous voulez tout regarder avant ou si vous voulez tout vous retaper pour avoir la mémoire fraîche, j'ai mis un lien dans la description qui mène vers la playlist complète. Dans la première de ces vidéos, j'ai répondu à un test diagnostic en ligne du borderline qui reprenait les questions les plus classiquement retrouvées dans les tests officiels. Bon, officiel, je sais pas ce que ça veut dire, en tout cas dans les tests des psychiatres. On avait vu dans celle-là que sur les 9 critères du DSM-5, seulement 2 avaient une validation empirique solide, et que les autres étaient soit issus de balbutiements psychanalytiques, soit carrément des grandes déclarations faites au pif. Et on a aussi vu que le diagnostic était foutu de telle façon que 2 personnes diagnostiquées borderline pouvaient ne partager qu'un seul des 5 critères qu'elles remplissent chacune. Dans la deuxième, on a rencontré Marie-Sarah, un personnage fictif qui, en 4 ans, s'est fait diagnostiquer un trouble bipolaire de type 2, puis un trouble de la personnalité borderline, et puis un trauma complexe. J'avais essayé de montrer pourquoi cette confusion ne tombait pas du ciel, et pourquoi au final, ce qu'on appelle instabilité émotionnelle chez les personnes diag borderline, c'est très souvent un cycle autonomique ou un cycle allostatique, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on retrouve dans le trauma, qu'à ce qu'on attendrait de la bipolarité. Et puis dans la troisième, qui était un interlude, Marie-Sarah recevait 1 an plus tard son dossier médical et elle y a découvert que ses paroles avaient été suspectées, son parcours pathologisé et ses propres décisions retournées contre elle. Et on en avait conclu que le diagnostic borderline, indépendamment de ce qu'il prétend désigner cliniquement, produit une violence à lui tout seul, parce qu'une fois écrit dans un dossier médical, le mot transforme rétrospectivement chacun des comportements de la personne en symptômes. Et on avait surtout vu que de manière totalement observable, et même observée littéralement par les psychiatres d'ailleurs, les médecins détestent les personnes diagnostiquées borderline. Mais genre, ils les détestent fort. Et donc on en arrive à la question qui donne son titre à cette vidéo, et qui est la question la plus cruciale à aborder pour donner du sens à tout ce bazar. Est-ce qu'il faut en finir avec le borderline? Alors si vous me demandez à moi, dans le sens est-ce que j'en ai fini sur cette chaîne, bon la réponse c'est oui, cette vidéo c'est la dernière de cette série, et avec elle on aura à peu près fait le tour de ce qu'il y a à dire sur ce mot. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on en a fini avec tout ce qui se cache derrière ce mot. Le trauma, les troubles dits de la personnalité, la grille nosographique entière qui rend possible un mot comme borderline, ça je vais encore en parler pendant aussi longtemps que je le peux sur cette chaîne. Juste le cadre de lecture borderline, moi c'est bon, j'en ai un peu plein la tasse. Et je suis loin d'être la seule personne à en avoir plein la tasse, parce que la question du borderline, ça fait 40 ans qu'elle gonfle tout le monde de la recherche en psychiatrie et en psychologie clinique. Personne n'est d'accord, tout le monde a sa propre version de ce que ça veut dire, et on finit par se demander si la psy s'est pas juste foutue toute seule dans un piège avec ce mot. Évidemment, il y a des gens qui ont essayé d'en sortir de ce piège, mais les stratégies pour le faire sont tellement différentes et partent tellement de postulats et de socles épistémologiques tellement éloignés les uns des autres, qu'on se retrouve en pratique avec des gens qui ne peuvent même plus s'entendre. Et aujourd'hui, ces catégories, on peut les regrouper en 3 écoles principales. La première de ces écoles, c'est celle dans laquelle on pourrait ranger la psychologue de Marie-Sarah, et c'est celle de la clinique du trauma. À la toute fin des années 80, une psychiatre américaine qui s'appelle Judith Herman publie un livre qui va quasi instantanément devenir un classique de la psychotraumatologie, et c'est Trauma and Recovery, traduit en français sous le titre de Trauma et guérison. Je sais, et ça a l'air ironique par rapport à la vidéo que j'ai publiée qui s'appelle Peut-on guérir le trauma, mais recovery, ça veut pas tout à fait dire la même chose que guérison. Et puis il se trouve qu'en plus le livre en lui-même... Comment vous parler de ce livre? Voilà. Quand j'échangeais au sujet d'une de mes vidéos avec la chercheuse Laura Brown, elle me disait un truc que j'avais trouvé super marquant. Elle me disait « Je trouve que la littérature parvient bien mieux à raconter l'histoire d'un traumatisme que n'importe quel ouvrage professionnel. Et malheureusement, on ne peut pas faire et de la poésie et de la science en même temps. » Mais la seule exception à ce que je viens de dire, c'est Judith Herman. Et vraiment, quand elle m'a dit ça, vous vous rendez pas compte à quel point j'étais d'accord avec elle. Et je trouve que ça donne vraiment le ton. Donc je sais que je m'arrête en plein milieu d'un propos, mais voilà, il fallait que j'en parle. Si vous trouvez que des fois mes vidéos, elles vous foutent des claques, lisez Judith Herman, vraiment. Bref, je reprends. Dans ce bouquin, en plus de faire pleurer l'entièreté de son lectorat, Judith Herman va aussi lâcher une énorme bombe métaphorique dans le milieu de la psychiatrie. Ce qu'elle propose, c'est que ce qu'on appelle le trouble de la personnalité borderline, c'est pas un trouble de la personnalité. Selon elle, c'est plutôt une réponse à un trauma chronique, et en particulier à des traumas relationnels précoces qu'on aurait juste mal identifiés.
Et ce déplacement, il n'est pas du tout anodin parce que ce qu'il dit, c'est que la question du borderline ne soulève pas un problème dans la personne, mais ce qu'elle fait d'abord, c'est de révéler une incompétence de la psychiatrie. Parce que si les psychiatres n'avaient commis qu'une erreur épistémologique, à la limite, ça irait presque. Mais leur erreur, selon Herrmann, elle est aussi politique, parce qu'une fois qu'on a posé l'hypothèse d'une origine traumatique au diagnostic de borderline, alors les mots qu'on va poser dessus changent radicalement de saveur. Écrire le mot personnalité sur des gens qui ont été négligés, maltraités ou abusés pendant des années, c'est leur faire porter à eux, une fois de plus, le poids de ce qu'on leur a fait. L'expression trouble de la personnalité va venir inscrire dans leur être ce qui devrait être inscrit dans le récit de ce qu'on leur a infligé. Et justement, dans un de ses textes les plus cités, Herrmann parle du diagnostic de borderline comme d'une insulte sophistiquée qui circule dans les services de psychiatrie. Et évidemment, le geste que fait Herrmann, ce n'est pas qu'un geste politique, c'est le fruit d'un travail de recherche assidu, et l'argument empirique, il est extrêmement solide. Les corrélations entre antécédents de trauma et diagnostic de borderline, elles sont massives. Selon les études, entre 60 et 80% des personnes diagnostiquées borderline rapportent des antécédents de maltraitance, et les taux d'abus sexuels infantiles dans cette population se situent entre 40 et 70%. Je sais pas si vous vous rendez compte de la valeur de ces chiffres dans un domaine dans lequel on sait qu'une grosse partie des personnes qui ont subi de la maltraitance ne le savent pas, ne s'en sont pas encore rendus compte, subissent une amnésie traumatique ou tout simplement ne se sentent pas légitimes à mettre ces mots-là sur leur vécu. Quand vous entendez 60% des personnes de telle catégorie disent avoir subi des maltraitances X ou Y, vous avez le droit de penser « oui, donc c'est 95% minimum, quoi ». Donc l'argument de Herrmann, il tient cliniquement tout comme politiquement, et dans les années 90, il a vraiment l'air d'être en train de gagner la partie, et on voit difficilement comment Judith Herrmann ne peut pas juste avoir éteint le game tout court en fait. Et pourtant, on est en 2026 et le mot borderline est toujours l'insulte sophistiquée préférée des psychiatres. Il est toujours dans le DSM, toujours dans les dossiers de Marie-Sara, et il continue de produire peu ou prou ce qu'il produisait déjà à l'époque de Trauma and Recovery. Et c'est assez incompréhensible, parce que Judith Herrmann, c'est pas juste une petite chercheuse indépendante que j'ai déterrée d'une recherche par mots-clés sur Scihub. Elle a vraiment le vent en poupe pendant toutes les années 80 et une partie des années 90. On parle d'elle, on lit ses livres, on la consulte sur tout un tas de questions. Jusqu'au jour où... Dans les années 90, alors que tout le monde de la psychotraumatologie est en train de fêter sa victoire en avance, un psychiatre américano-libanais qui s'appelle Agop Akiskal commence à publier une série d'articles qui vont, lentement mais sûrement, dynamiter la position de Herrmann par un endroit complètement inattendu. Agop Akiskal, c'est vraiment un personnage improbable. De base, il a tout pour être un type qu'on aime plutôt bien ici. D'abord, pour le comprendre, il faut savoir qu'il est né en 1944 à Beyrouth, de parents survivants du génocide arménien. Et quand on lui demande à la fin de sa carrière ce qu'il considère comme sa plus grande réussite, il ne répond pas à la centaine d'articles qu'il a publiés, l'échelle internationale qu'il a développée, ni son passage au National Institute of Mental Health. Il répond « Ma plus grande réussite, ça a été de ramener des sourires sur les visages des gens. Parce qu'en grandissant, je n'ai jamais vu un visage souriant. Tout le monde dans ma famille parlait du génocide et de la douleur qu'on ne pourrait jamais oublier. » Et ça, on aime bien, avoir comme motivation profonde dans le travail clinique une réponse personnelle à un trauma collectif majeur, ça résonne avec beaucoup de choses que je dis ici, et ça résonne aussi avec le projet de Judith Herrmann. Agop Akiskal parle 6 langues, il publie dans 3 langues, et il a été formé à Beyrouth à la psychiatrie phénoménologique allemande par un psychiatre lui-même formé à Édimbourg. Ce qui fait que quand il débarque aux États-Unis en 1969 pour faire sa résidence, il arrive déjà avec une culture psychiatrique européenne classique, qui est plutôt rare dans les départements américains dans lesquels, à cette époque-là, les concepts allemands sont systématiquement mis de côté au profit des concepts psychanalytiques. Et d'ailleurs, autre bon point, il est ouvertement et frontalement opposé à la nosographie américaine. Quand on lui propose de contribuer à l'écriture du DSM-5 et d'y apporter ses connaissances et ses travaux sur les troubles de l'humeur, il refuse, en leur répondant qu'il n'y a pas grand-chose selon lui à attendre d'une nosographie qui est le produit de comités plutôt que d'une description du réel. Et il les rembarre définitivement en leur disant « les gènes ne reconnaissent pas le système DSM ». Donc quand il va s'attaquer au borderline,
C'est pas un défenseur du système qui se permet une critique ponctuelle. C'est pas quelqu'un qui s'est corrompu dans les comités de rédaction des manuels, et c'est pas non plus un fier membre de l'Association américaine de psychiatrie. Alors est-ce que c'est parce qu'il est au-dessus de la masse de ses collègues, qu'il les dépasse complètement dans la compréhension des enjeux profonds qui se cachent derrière la psychiatrie comme appareil de contrôle des corps et des populations? Non. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt parce que il est encore plus mégalo qu'eux. Un illuminé? Sans doute, oui. Un tordu? Peut-être aussi, ouais. Mais un énième cuistre qui se croit tout-puissant du haut de son savoir bourgeois, comme on en voit régulièrement dans la psychiatrie, ça... Oui, ça me paraît juste aussi, oui, non. Ouais, c'est vrai, en fait. En tout cas, lui, il le dirait pas comme ça. Il se considère plutôt comme un romantique. Non, pas comme vous croyez, un romantique au sens du mouvement littéraire du 19e siècle, hein. Et plus précisément, il se considère comme un aristoto-romantique, et il se prend un peu pour un espèce de mélange entre Victor Hugo et un philosophe grec. Alors évidemment, il écrit de la poésie, et il passe même toute une partie de sa carrière à étudier les chanteurs de blues de Memphis avec sa femme Karine. Et quand on lui demande pourquoi il perd tout ce temps-là à écrire des vers, il répond que tomber amoureux, c'est comme une hypomanie naturelle. Donc ça, c'est le mec qui va révolutionner la manière d'étudier et de traiter la cyclothymie. Et pas dans la merde. Donc déjà, selon lui, les troubles de l'humeur ne sont pas des maladies, mais des tempéraments naturels. Il les fétichise à outrance d'ailleurs, et quand il parle des bipolaires, il dit « Nous devons être très bienveillants envers les malades mentaux, et pas seulement pour des raisons d'humanisme, mais aussi et surtout parce que dans le cas de la psychose maniaco-dépressive, ils sont les porteurs des gènes du génie. Beaucoup de génies sont à la frontière de l'insanité. C'est une idée qui remonte à Aristote, voire plus loin. » Romantisme toujours, il disait aussi être tombé amoureux du lithium en prescrivant à une travailleuse du sexe qui y avait bien répondu. Il a passé sa carrière à promouvoir l'usage du lithium à des doses inférieures aux recommandations officielles, afin d'être sûr de pouvoir en donner au plus de monde possible. Il était tellement amoureux du lithium que selon ses propres dires, les patients qu'il suivait à l'hôpital et à qui il n'en prescrivait pas se sentaient laissés pour compte. Il disait qu'ils ne recevaient absolument aucune attention, alors que ceux qui avaient du lithium dans leur prescription avaient une attention quasi excessive. C'est lui qui le dit, ça, encore une fois. Il dit aussi de lui-même qu'il est narcissique, et on le voit assez bien quand on comprend que ses arguments à propos de son rejet du DSM-5 sont totalement contredits par sa propre recherche. Parce que critiquer la nosographie du DSM pour ensuite en profiter pour inventer la sienne, dans laquelle il y a 6 types de bipolarité, 4 tempéraments et une échelle qu'il a fait traduire dans 25 pays, bon bah en gros ça veut dire que le DSM c'est bien que si c'est lui et lui tout seul. Bon, tout ça pour vous faire comprendre que cette deuxième école, celle qui va tuer dans l'œuf la révolution de Judith Herman, elle part quand même sur une base sacrément gratinée. Ce que dit cette deuxième école, c'est en gros que si on regarde de près 100 personnes diagnostiquées borderline, on s'aperçoit qu'on a en réalité affaire à un bordel sans nom rempli de plein de parcours différents. On se retrouve automatiquement avec un échantillon où coexistent des gens qui n'ont quasiment rien en commun entre eux cliniquement, mais dont une grande majorité, autour de 66%, présentent des symptômes qui correspondent en fait à un trouble de l'humeur, soit une dépression chronique, soit une dysthymie, soit une cyclothymie, soit une bipolarité de type 2. Donc Akiskal, ce qu'il va dire, et c'est d'ailleurs le titre de son article de 85, c'est que le borderline est un adjectif en quête d'un nom. Sous-entendu, ce mot ne désigne aucune entité clinique cohérente, c'est un terme parasite qui flotte au-dessus de quelque chose qui, lui, est déjà bien identifié et bien étudié depuis longtemps, c'est-à-dire les troubles de l'humeur et plus précisément la cyclothymie. Pour un psychiatre, quand on dit nom et adjectif, c'est par exemple, dépression mélancolique. Bon, dépression c'est le nom, donc c'est le nom du truc, de la maladie, et mélancolique c'est l'adjectif, c'est le truc qui vient aller le qualifier. Et là, sur le papier, on n'est pas si loin de Herman. Les deux disent que le mot borderline ne désigne pas une vraie catégorie clinique. Les deux disent qu'il y a quelque chose en dessous qui a été mal nommé, et les deux disent qu'il faut remplacer le mot par un autre. Sauf qu'évidemment, là où Herman dit « ce qu'il y a en dessous, c'est du trauma chronique », Akiskal, ce qu'il dit, c'est « ce qu'il y a en dessous, c'est de la cyclothymie ». Et ça change absolument tout, ça, parce que le trauma, dans le modèle de Herman, c'est ce qui est arrivé à la personne. Donc le mot oriente vers ce qui s'est passé dans sa vie, vers ce qu'on lui a fait, ce qui amène donc la possibilité de la considérer comme une survivante de quelque chose, plutôt que comme une personne qui serait malade.
Alors que la cyclothymie, dans le modèle de Akiscal, c'est un tempérament, c'est-à-dire un truc qu'on a depuis toujours, et qui est probablement génétique, donc on n'a aucune chance de le voir disparaître un jour. Donc en remplaçant borderline par cyclothymie, Akiscal, il ne libère personne, il déplace juste le problème d'une grille pathologisante vers une autre grille pathologisante. Et là où Herman propose qu'on regarde ce qui est arrivé aux gens, Akiscal propose qu'on leur foute des médicaments à vie. Ce qui ne l'empêche pas, et c'est quand même marrant, de reconnaître lui-même que sa thèse, elle tient même pas pour tout le monde. Il y a eu une interview de lui qui a été faite à la fin de sa carrière où l'intervieweuse elle lui a demandé mais du coup si c'est pas borderline, qu'est-ce qu'on devrait dire à la place? Et lui évidemment il répond bon bah c'est cyclothymique. Mais l'intervieweuse elle insiste et elle lui demande mais les patientes qui se mutilent, c'est quand même bizarre du coup non? Parce qu'il n'y a pas d'automutilation dans la cyclothymie. Et là Akiscal il répond ça c'est peut-être au-delà de la cyclothymie et même au-delà de la personnalité borderline. Donc, le mec qui passe sa carrière à dire que le borderline c'est de la cyclothymie mal nommée, il reconnaît à la fin qu'il y a une partie des patientes et des patients diagnostiqués borderline pour lesquels sa thèse ne marche pas du tout. Et c'est pas un détail parce que les comportements auto-agressifs, comme on les appelle dans le DSM, c'est justement précisément ce qui est censé diagnostiquer un diagnostic borderline d'un diagnostic de trouble de l'humeur. Donc ce qui fait la spécificité même du borderline par rapport à la cyclothymie, Akiscal, il admet que sa théorie passe complètement à côté. Bon, donc déjà, avec Herman d'un côté et Akiscal de l'autre, on voit assez bien comment le regard soignant transforme radicalement la personne soignée. Akiscal, il en a globalement rien à foutre de la vie des gens, de leurs récits, de ce qui leur est arrivé dans leur vie ou de leurs relations. Pour lui, tout est biologique. Ce qui est quand même dingue pour quelqu'un qui se réclame du romantisme, mais bref. Et pour Herman, c'est exactement l'inverse. Elle ne s'intéresse justement qu'à la vie des gens. Et là où Akiscal voit 66% de troubles de l'humeur, elle, sur exactement la même population clinique, elle voit 60% de victimes de maltraitance. Et pourtant, personne ne ment dans ces chiffres. Les chiffres, ils sont tous les deux vrais. Et donc, si on finit par assumer, et je pense que c'est ce qu'on doit faire, que le regard change absolument tout sur ce qu'on peut dire de la personne, la grande question à se poser pour la clinique comme pour la recherche, c'est quel regard est-ce qu'on choisit de porter? Sauf que pendant que tout le monde est en train de se poser exactement cette question, au milieu des années 2010, il y a une autre personne qui travaille sur le sujet et qui justement va répondre qu'il ne faut pas choisir, parce que la question, elle est mal posée. La chercheuse américaine Marilyn Cloître. Je pense qu'on dit Cloyter, mais comme c'est un mot français, je vais dire Cloître, je m'en fous. Donc Marilyn Cloître travaille depuis les années 90 sur le trauma. Elle a été directrice de recherche du Centre national d'études du PTSD aux États-Unis et elle fait notamment partie des personnes qui vont porter le concept de trauma complexe dans la CIM-11, celle qu'on n'a pas encore adoptée en France. Donc sur le papier, on se dirait que c'est quelqu'un qui devrait complètement être dans l'école Judith Herman. Elle vient de la clinique du trauma, elle travaille sur les conséquences à long terme des maltraitances précoces et elle défend l'existence du trauma complexe et la nécessité de le reconnaître comme catégorie clinique à part entière. Sauf que elle dit justement un truc que Herman ne dit pas. Selon Marilyn Cloître, le trauma complexe et le borderline, c'est pas la même chose. Ce sont deux entités cliniques distinctes qui se ressemblent par certains aspects, qui peuvent coexister chez certaines personnes, mais qui ne se recouvrent pas et qu'on peut empiriquement distinguer. Et pour défendre sa thèse, elle va mobiliser une méthode statistique qui s'appelle l'analyse en classe latente. C'est une méthode qui consiste à prendre une grande population clinique, à mesurer chez chaque personne un paquet de symptômes et à laisser un algorithme regrouper les gens par profil de symptômes sans qu'on lui dise à l'avance quelles sont les catégories qui existent déjà. Donc en gros, on dit pas à l'algorithme qu'il y a des gens qui sont borderline, voilà, il connaît pas les noms, il connaît pas les maladies, il connaît pas les ensembles de symptômes, il fait ça tout seul, comme ça, de façon mathématique. Et ce que Cloître va trouver, à partir de plusieurs études menées dans les années 2010, c'est que quand on fait ça sur des populations cliniques qui présentent à la fois des antécédents de trauma et des symptômes d'instabilité émotionnelle, on voit apparaître deux profils distincts. Et exactement comme elle s'y attendait, le premier profil, c'est celui du trauma complexe. Une image de soi globalement négative et stable dans le temps, un évitement des relations qui rappellent le trauma, une hypervigilance et un sentiment chronique de honte ou de culpabilité. Le deuxième profil, c'est celui du borderline. Une image de soi instable et fluctuante, une alternance entre attachement intense et rejet violent dans les relations, une peur de l'abandon, et puis le fameux sentiment chronique de vide. Et selon Cloître, ces deux profils sont distinguables empiriquement, même si une partie des personnes peut remplir les critères des deux en même temps. Donc sa position, c'est que le borderline existe vraiment, qu'il est distinct du trauma complexe, et que le travail à faire, c'est pas d'abolir le mot, mais de mieux le distinguer de ce avec quoi on le confond. Dit autrement,
Si vous voyez du trauma dans le borderline, c'est que vous avez mal diagnostiqué des personnes traumatisées. La position de Cloître, elle est redoutable, parce qu'elle ne contredit pas l'idole absolue de la psychotraumatologie qu'est Judith Herrmann, même si on pourrait argumenter que c'est Van der Kolk, mais passons. Donc elle ne dit pas frontalement à l'école Herrmann « vous avez tort », au contraire, elle lui dit « vous avez raison sur le trauma complexe, c'est un vrai truc, on va le reconnaître officiellement et lui donner une place dans la CIM. Donc bravo et merci pour les travaux. Mais en échange, vous foutez la paix au borderline. » À première vue, ça a toutes les apparences du compromis. Tout le monde gagne quelque chose. Herrmann, elle obtient la reconnaissance institutionnelle du trauma complexe qu'elle réclamait depuis 30 ans. Et en échange, la psychiatrie, elle garde son diagnostic de borderline comme catégorie autonome, distincte et défendue par des arguments empiriques solides. Sauf que, rappelez-vous de ce qu'on disait tout à l'heure, le problème de Judith Herrmann avec le borderline, c'est pas que un problème épistémologique, c'est aussi un problème politique. Et là, le compromis de Cloître, il a pour conséquence de désamorcer complètement la critique politique de Herrmann. À la base, son geste, c'était surtout de dire que le mot personnalité, c'est une violence faite aux survivantes et aux survivants. Que l'expression trouble de la personnalité transformait une réponse à un trauma en caractéristiques structurelles de l'individu et que pour cette raison, il fallait s'en débarrasser. Mais à partir du moment où on accepte la distinction de Cloître, on doit aussi accepter qu'il existe une catégorie de personnes qui ne sont pas traumatisées, qui présentent quand même tous les symptômes du borderline et pour lesquelles le diagnostic de trouble de la personnalité est bien légitime. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est ce que Cloître voulait faire, j'en sais rien de ça. Ce que je dis, c'est que c'est ça que sa position rend possible. Si on décide que le mot « personnalité » ne doit plus faire l'objet de réflexions autour de la violence systémique faite aux personnes survivantes qu'il représente, mais que c'est juste un diagnostic clinique appliqué à des gens qui en relèvent bel et bien, c'est plus du tout un compromis. On fait littéralement gagner la posture selon laquelle on peut dire à des personnes que leur personnalité est troublée. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est effectivement cette position-là qui gagne quand, en 2018, l'Organisation mondiale de la santé publie la CIM-11. 4 ans plus tard, aux États-Unis, on publie le DSM-5-TR qui fait lui aussi cette distinction. Le borderline existe, le trauma complexe existe aussi, ce sont simplement deux choses différentes. Fin de la discussion. Bah voilà. C'était une belle bataille en tout cas. C'était bien en plus, parce qu'il y avait vraiment des personnages qui étaient super. Il y avait les gentils, il y avait les méchants, il y avait les gens un peu neutres au milieu pour signer l'armistice, et puis bah voilà quoi, c'est fini. C'est toujours un peu décevant les armistices, hein, forcément, genre ouais, la guerre est finie, mais bon, la France est occupée par les Allemands, quoi, super. Ah non, hein, la guerre est pas finie. Quand vous parlez de la Deuxième Guerre, vous dites pas 39-40, l'armistice, ça signe pas la fin de la guerre. Le moment où les institutions, ici la psychiatrie, tranchent pour le reste des interlocuteurs et des interlocutrices, bon bah ça a beau être un moment qui produit un discours officiel, ça change pas grand-chose d'autre au fond que de redistribuer les places dans la bataille. Ça permet, comme n'importe quel armistice, d'invisibiliser la conflictualité réelle en décrétant qui a le droit de parler des résultats du conflit. Et là, en l'occurrence, la position à qui on a attribué le droit de dire qu'elle avait gagné, elle tient quand même sur des bases qui sont super friables. Parce que, déjà, première chose, et non des moindres, c'est que notre bonne Marilyn Cloître dans tout ça, elle a quand même un conflit d'intérêts qui est assez difficile à ignorer. On peut lire en bas de son article fondateur de 2014 que Cloître est, je cite, membre du groupe de travail de l'OMS sur la classification des troubles liés au stress. Autrement dit, elle est membre du groupe de travail qui a élaboré la nouvelle catégorie de trauma complexe pour la CIM-11. Et pour que cette nouvelle catégorie soit adoptée par l'OMS, il faut qu'elle puisse être clairement distinguée des catégories qui existent déjà, et notamment du borderline. C'est beaucoup plus facile de dire « il y a deux choses, le trauma complexe et le borderline » que de dire « le borderline n'existe pas, je ramène ma nouvelle catégorie ». Ça, c'est une démarche qui est quasiment impossible à faire. Et en plus, si on ne faisait pas cette distinction, le trauma complexe, il serait automatiquement requalifié comme une simple variante du borderline, et donc l'OMS rejetterait la classification. Donc Cloître, elle a un intérêt institutionnel direct à produire des études qui démontrent empiriquement la distinction. Et c'est exactement ce qu'elle fait en publiant entre 2013 et 2014 deux études dont la conclusion est, je cite, « Ces résultats confirment la distinction proposée par la CIM-11 entre PTSD, CPTSD et borderline. » Évidemment que ces résultats confirment ce qui est écrit dans la CIM-11, puisque c'est toi qui l'as écrit.
Je voudrais quand même qu'on resitue un peu les choses. Dans tout ce parcours de classification, Cloître, elle a un pouvoir qui est juste délirant en termes de méthode scientifique. Normalement, quand on a une hypothèse et qu'on veut la transformer en connaissance scientifique solide, ce qu'on fait pas, c'est mener soi-même les études qui vont la valider. Ce qu'on attend de la recherche, c'est ce qu'on appelle la réplication indépendante, c'est-à-dire que d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, dans d'autres laboratoires, sur d'autres échantillons sans aucun lien avec l'auteur ou l'autrice, testent l'hypothèse à leur tour pour voir si on retrouve les mêmes résultats. Ça peut paraître anodin, mais c'est ça qui distingue un résultat scientifique solide d'une intuition personnelle qui a réussi à se mettre sur le papier. Et en plus, en recherche médicale particulièrement, on s'attend à ce que les personnes qui proposent l'hypothèse, celles qui la testent et celles qui décident de l'inscrire dans les manuels, soient à chaque fois des personnes différentes. Précisément pour éviter ce qu'on appelle un biais de confirmation. Et oui, quand on cherche à valider sa propre hypothèse, on a tendance assez naturellement à orienter le protocole, l'échantillon et l'interprétation des résultats dans le sens de cette hypothèse. Même pas forcément exprès. Et là, dans le cas de Cloître, ces trois fonctions sont fusionnées dans une seule personne. C'est elle qui propose la catégorie, c'est elle qui produit les études pour la valider, c'est elle qui pousse pour son adoption au sein du groupe, et c'est encore elle, en bout de chaîne, qui se cite elle-même comme preuve que la catégorie était valide. Donc concrètement, on est sur une configuration où une seule chercheuse occupe à la fois la place d'avocat de la défense, de juge, de témoin et de greffier dans son propre procès. Et alors là, vous pourriez me dire, oui, bon, les protocoles, c'est toujours très rigide, mais est-ce que ça veut forcément dire qu'il va toujours y avoir des biais de confirmation? Forcément, moi je sais pas. Mais dans le cas de Cloître, en tout cas, il y a des gros problèmes. Le premier problème, c'est l'échantillon. L'étude de 2014, qui sert de base à toute la démonstration de Cloître, elle a été menée sur 280 femmes, en traitement pour le PTSD lié à des abus dans l'enfance. Vous voyez le problème? On a 280 femmes, toutes traumatisées, toutes en demande de soins pour du trauma, et toutes du même genre. Et donc Cloître, elle prétend valider la thèse selon laquelle il existerait des personnes diagnostiquées borderline qui ne sont pas traumatisées, à partir d'un échantillon qui ne contient que des personnes traumatisées. Comment vous validez l'existence et l'autonomie d'un groupe A dans un échantillon qui ne contient par construction que des membres du groupe B? Moi, je sais pas, mais Cloître, elle sait, visiblement. Donc elle en conclut que ces deux profils, trauma complexe et borderline, sont des troubles cliniquement distincts et qui existent au sein des populations victimes d'abus dans l'enfance. Sauf que, évidemment, si on a un échantillon composé à 100% de personnes traumatisées et qu'on y a identifié deux sous-groupes, le seul truc qu'on peut conclure, c'est que toutes les personnes traumatisées ne développent pas les mêmes symptômes. Ce qui est d'une banalité absolue, il n'y a pas besoin d'études statistiques pour dire ça. Et surtout, en aucun cas, ça ne dit que le profil borderline qu'elle a identifié dans son échantillon est un trouble distinct du trauma complexe. Parce que pour démontrer ça, il faudrait précisément étudier des personnes qui présentent les symptômes borderline sans avoir d'histoire de trauma. Et ça, c'est pas dans son étude pour l'instant. En tout cas, ça n'existe pas encore. Le deuxième problème, et c'est peut-être le plus grave, c'est la méthode. Vous vous souvenez, c'est l'analyse en classe latente dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est une méthode statistique assez classique qui sert à représenter de l'hétérogénéité dans une population. Et la littérature méthodologique sur les classes latentes, elle est très claire sur un point. Ces classes ne représentent pas des types réels d'individus dans la population. Ce sont des outils pratiques pour décrire à l'intérieur d'une classe de la variabilité. C'est-à-dire que là, on fait face au piège principal de la méthode, celui contre lequel chaque manuel de statistique met en garde dès la première page. Attention à ne pas prendre ces classes pour des entités réelles qui existent dans le monde. Faire ça, c'est faire de la réification, c'est-à-dire le fait de transformer une heuristique en chose. Et, je vous le donne en mille, c'est exactement l'erreur de débutante absolue que fait Cloître quand elle dit « On peut séparer statistiquement deux profils dans cet échantillon, donc il existe deux troubles cliniques distincts. » On ne peut pas dire ça, précisément parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on observe. Je vous donne un exemple concret, désolé de vous faire perdre du temps là-dessus, mais je suis autiste, donc il y a deux choses qui comptent pour moi, c'est les statistiques et les dinosaures. Le pachycéphalosaure, ce truc-là, pendant des années, on a cru que c'était 3 dinosaures, 3 espèces avec un crâne épais. Le Dracorex, le Stygimoloch et le Pachycephalosaurus. Parce que statistiquement, on observe des sous-classes dans les échantillons. Et les trois, c'est le même machin à des âges différents, c'est tout. Alors on sait pas si c'est ça qui se passe avec Cloître. Les deux profils, ça peut être, comme pour le Pachycephalosaure, deux stades différents d'un même phénomène, mais ça peut être aussi deux configurations différentes d'une même réponse au trauma, ou deux conséquences de deux types d'environnements traumatogènes différents. Bref, ça peut être plein de choses. Mais le truc qu'on ne peut pas dire,
c'est que l'analyse en classe latente a révélé deux troubles distincts. Ça n'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on ne peut pas savoir si le borderline est un Dracorex ou non. Et puis, le troisième problème, c'est exactement le problème auquel on s'attend quand on suspecte que quelqu'un soit en position d'être victime d'un biais de confirmation. Dès qu'on essaye de reproduire la distinction de cloître sur des échantillons différents du sien, ça marche beaucoup moins bien. Après la sienne, il y a eu plusieurs études faites sur des populations qui ne sont pas exclusivement composées de femmes en demande de soins pour du trauma, et qui ont trouvé que les classes de borderline et de trauma complexe se confondent largement. Et certaines de ces études vont jusqu'à proposer une lecture qui est diamétralement opposée à celle de cloître, à savoir que les symptômes qu'on attribue au borderline et au trauma complexe pointent en réalité vers des inégalités structurelles dans la société comme la pauvreté ou le racisme qui augmentent l'exposition chronique au trauma et produisent des symptomatologies en cascade. Et donc on a assez vite fini par comprendre que, bizarrement, dès qu'on sort du labo de Marilyn Cloître, sa distinction empirique, elle commence à se barrer en lambeaux. Et je trouve ça assez fou à quel point est-ce qu'on finit toujours par poser les mêmes questions pour chacune des trois écoles. Comment est-ce qu'on choisit de regarder les gens? On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais entre Herman et Akiskal, il y a une coïncidence assez étonnante. Là où Herman voit 60% de victimes de maltraitance dans la population diagnostiquée borderline, Akiskal, lui, sur exactement la même population, il voit 66% de troubles de l'humeur. Les mêmes personnes, quasiment les mêmes chiffres, mais pas du tout les mêmes regards. Alors on pourrait regarder par quels outils sont produits ces regards. On pourrait regarder par exemple comment Akiskal il obtient ce chiffre, quels critères est-ce qu'il faut remplir pour entrer selon lui dans le trouble de l'humeur. Mais il y a un truc selon moi encore plus intéressant dans ce que ça dit de ce que ces personnes regardent. D'abord, Herman regarde la vie des personnes, et puis elle perd face à Akiskal. Ensuite, Akiskal regarde la biologie, et puis il perd face à Cloître. Et pour finir, Cloître, elle regarde quoi en fait? Elle regarde ni la vie, ni la biologie, elle regarde des profils, des symptômes, surtout des symptômes en fait. Elle regarde comment ils se regroupent statistiquement, comment ils se distinguent les uns des autres en classe latente, comment ils peuvent être cartographiés indépendamment de la personne qui les porte. C'est intéressant de constater qu'à la fin, c'est ce regard-là qui gagne. C'est-à-dire que la position institutionnelle de la psychiatrie en 2026, sa conclusion sur l'état des lieux du champ, c'est en fait qu'il faudrait tenir la position qui ne regarde personne. Ou en tout cas qui ne regarde pas la personne en elle-même, mais seulement ce qu'elle produit comme symptôme. Et c'est pas un hasard que ce soit ce regard-là qui gagne, parce que de toutes les positions, c'est celle qui demande le moins à la psychiatrie de se remettre en question. Akiskal, il proposait de remplacer une catégorie par d'autres catégories. Donc la psychiatrie, elle pouvait à la fois ne pas avoir à écouter les récits des gens, et puis absorber les catégories sans rien céder de son geste fondateur, qui est de découper la souffrance humaine en troubles distincts. Et Cloître, elle va encore plus loin dans le confort. Elle propose pas de remplacer ni de questionner, elle propose juste de mieux ranger, de mieux distinguer ce qui était mal distingué. C'est-à-dire qu'elle confirme à la psychiatrie que tout le monde faisait du bon travail et qu'il fallait juste affiner les étiquettes. Forcément, c'est cette position-là qui gagne, parce que c'est celle qui caresse l'institution dans le sens du poil. Et puis, il y a Herman. Herman, elle, ce qu'elle proposait, c'était autre chose. Elle disait pas remplacer le mot ni ranger mieux les étiquettes. C'est-à-dire que, sans aller jusqu'à le formuler complètement, ce qu'elle proposait en creux, c'est que peut-être le geste même de découper l'expérience humaine en catégories de troubles sur des gens qui ont été abîmés par ce qu'on leur a fait, c'est un geste qui produit de la violence par lui-même, indépendamment de la justesse des catégories ou de la bienveillance de leur nom. Et ça, la psychiatrie, elle peut pas l'absorber, parce que si elle l'absorbe, elle se dissout. Donc Herman, elle perd par défaut. Et pas parce que ses arguments sont mauvais, pas parce que ses chiffres sont faux, mais parce que sa position, c'était la seule des trois qui menaçait vraiment l'institution. Et maintenant, la question, c'est celle qu'on a posée tout à l'heure. Quel regard est-ce qu'on choisit ? Et la réponse, moi, je vais vous la donner directement, parce que je crois qu'à ce stade de la vidéo, j'ai quand même gagné le droit d'avoir un avis. Le regard que je choisis, moi, c'est celui qui regarde ce qui est arrivé aux gens et qui écoute la manière dont les gens veulent le raconter. Pas parce que ce serait le regard vrai, hein. Je pense que la question de la vérité du regard dans cette histoire, elle a vraiment pas de sens. J'espère que vous avez quand même fini par le comprendre. Les trois écoles produisent des résultats empiriques, les trois ont leurs études, leurs chiffres, leurs validations, aucune n'a tort au sens strict, mais c'est précisément pour ça qu'on ne peut pas choisir la vérité avec un grand V comme critère. On doit faire son choix sur autre chose, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire. Il n'y a pas un monde dans lequel on ne choisit pas idéologiquement son critère. Et le seul critère qui me semble tenir, c'est celui de ce que le regard produit sur la personne qu'on regarde.
Qu'est-ce que ça produit chez la personne quand on la regarde, quand on la qualifie, quand on la nomme? Parce que souvenez-vous, c'est pas pareil, hein, nommer et qualifier. Souvenez-vous le truc à qui se cale là, borderline est un adjectif en quête d'un nom, ça veut aussi dire ça. Quand je dis d'une personne qu'elle est borderline, comment elle se sent? Comment est-ce que ça change sa vie? Comment est-ce qu'elle se perçoit? Comment est-ce qu'elle conçoit sa capacité à tenir des relations? Et comment est-ce qu'elle peut se raconter à partir de ce que j'ai dit d'elle? De ce point de vue-là, c'est-à-dire une fois qu'on a commencé à se poser cette question-là, le regard d'Akiscal produit des gens à médiquer à vie. Le regard de cloître produit des gens qu'on classe dans des cases toutes propres et dont on ne fout rien de toute façon. Et puis le regard d'Herman, il produit des individus, c'est tout. Il produit des gens à qui il est arrivé quelque chose, qui ont survécu à quelque chose et qui essayent de trouver des outils pour pouvoir continuer à vivre avec, et puis pour pouvoir maîtriser leur récit. Alors je sais pas si c'est le regard qui soigne forcément mieux, je sais pas si c'est un regard qui guérit forcément plus vite que les autres, c'est juste le seul des trois qui ne demande pas à Marie-Sara de porter, en plus de ce qu'elle porte déjà, la responsabilité de ce qu'on lui a fait. Alors est-ce qu'il faut en finir avec le borderline? Eh ben moi je pense que oui. Pas parce que les personnes qui reçoivent ce diagnostic n'existent pas, évidemment elles existent, mais parce que ce mot, il a échoué systématiquement à être autre chose qu'une couche de violence supplémentaire sur des personnes qui ont déjà reçu bien plus que leur compte. Personne n'a réussi à sortir la psychiatrie de ce piège qu'elle s'est tendue à elle-même, et personne n'y arrivera, parce que ce mot, ce qu'il apporte à la psychiatrie et aux psychiatres, c'est un confort, et une institution autoritaire ne renonce jamais aux outils qui lui permettent d'exercer son pouvoir confortablement.